sur... Voilà. Bon. Donc, je vous demanderai à tous les participants qui n'interviennent pas de couper le son. Vous avez normalement en bas à gauche un petit bouton « Désactiver le son ». Ceci pour assurer qu'on n'ait pas des interférences avec des bruits de fond, etc. Si vous avez le lave-linge qui tourne, un chat qui miaule, ça ne gênera pas les autres participants. Parfait, merci beaucoup à tous. Ensuite, si vous avez des questions à poser aux intervenants au cours du webinaire, vous avez un petit menu qui s'appelle « Discussion ». C'est à peu près au milieu, le menu « Discussion ». Donc, à n'importe quel moment pendant le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue « Discussion ». Et tout à la fin, nous lirons vos questions aux intervenants qui vont vous répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Tu ne t'es pas présentée, Laurie. Non, mais je vais commencer. Je voulais annoncer toutes les règles d'abord. Donc, moi, je suis Laurie Siréfis, présidente de Cancer Vessie France. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui le professeur David Balessac et la professeure Sabrina Bedom qui ont accepté de tenir notre premier webinaire à Cancer Vessie France sur le thème de l'automédication et cancer. J'aimerais commencer par remercier Pascal Dansard, la secrétaire générale de l'association, ainsi que Sarah Degrange, qui n'est pas encore arrivée, elle ne va pas tarder. Toutes les deux, elles ont fait un énorme travail de coordination, tous les petits détails que vous n'imaginez même pas. C'est Pascal qui a organisé tout ça. Donc, je tiens vraiment à la remercier pour son engagement. Nous allons aujourd'hui aborder donc le sujet de cancer et automédication. Le programme de la soirée, c'est on va définir d'abord l'automédication, qu'est-ce que c'est. Ensuite, le professeur Balessac va nous présenter les résultats de l'étude CASEM. C'est une étude réalisée en France et on était environ 25 participants de l'association à avoir participé dans cette étude. Ensuite, il y aura des conseils sur l'automédication, point de vue du pharmacien. Ensuite, la conclusion et questions-réponses. Donc, je donne la main à David. Merci. Alors, je vais d'abord afficher, partager mon écran et le mettre en plein écran. Si vous voyez tout, je pense que c'est le cas. Vous me dites s'il y a un souci. Donc, merci à tous pour cette invitation à Cancer Vessie France et puis aux participants. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est de parler d'automédication et de cancer. Donc, moi, je suis David Balessac, je suis professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie de Clermont-Ferrand et membre d'unité de recherche qui travaille sur la douleur. Et je suis accompagné du professeur Sabrina Bedom, qui est, comme moi, pharmacien et elle, beaucoup plus spécialisée sur la formation, la recherche en pharmacie d'officine et qui est membre d'une unité de recherche qui s'appelle ACCEPT à l'Université de Clermont-Ferrand dans le domaine justement de l'automédication, la place du pharmacien dans l'accompagnement, le conseil du patient sur l'automédication. Donc, pour démarrer, je vais passer la main finalement rapidement à Sabrina pour qu'elle vous présente, vous définisse l'automédication. Alors oui, bonjour à tous. Merci déjà de m'avoir convié à participer à ce webinaire. Moi, je vais commencer par donner la définition de l'automédication, mais peut-être telle que les professionnels de santé l'entendent. J'ai retenu là ici la définition qui a été donnée par le Conseil national de l'ordre des médecins en 2001 et qui définit donc l'automédication comme l'utilisation donc hors prescription médicale, sans ordonnance, par des personnes soit pour elles-mêmes mais aussi éventuellement pour leurs proches, de médicaments avec éventuellement la possibilité d'assistance et de conseil de la part des pharmaciens.
Donc, ce qu'on observe et ce que montrera ensuite l'étude que David va vous présenter, c'est que pour les professionnels de santé, l'automédication, ce sont les médicaments hors prescription médicale, sauf qu'on sait très bien qu'en réalité, les patients s'automédiquent avec des médicaments qui ont déjà été prescrits, par exemple, mais aussi avec tout un tas d'autres choses, comme par exemple de l'homéopathie, de la phytothérapie, des compléments alimentaires ou de l'aromathérapie. Donc, pour vous dire qu'il y a la définition un petit peu classique, acceptée par tous, et puis il y a les réalités qui ne correspondent pas forcément à cette définition. Et nous, on prend, enfin, autant David dans son domaine et moi dans le mien, on prend en compte aussi les autres éléments de l'automédication. Ouais, et sachant qu'il y a toujours cette visée d'être actif, de se soigner à sa propre initiative. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est important aussi de considérer tout ce qui est phytothérapie, enfin, tous les autres produits de santé qui peuvent être utilisés avec une finalité médicale, thérapeutique, de bien-être pour le patient. Donc, je vais passer à la présentation de l'étude. Donc, juste, alors il y a des aspects un petit peu techniques, donc je vais passer un petit peu vite, mais donc, tout ce qui est présenté, vous y aurez accès de toute manière. Donc, c'est juste pour vous présenter les résultats d'une étude qu'on a appelée CASEM, qui était sur l'automédication pendant le cancer. C'était Cancer Self-Medication, qui a été publiée cette année dans le journal qui s'appelle Cancers. Alors, pour la petite information, c'était une thèse de pharmacie et la thésarde, c'était Julie Marot, qui est aujourd'hui pharmacien en officine. Et étude qui a été diffusée par des associations françaises de patients et cancers. Et l'association Cancer Vessie France a participé et on les remercie de cela. Alors, pour information, rappel, cette étude, enfin, cette publication scientifique est en libre accès sur Internet. Normalement, il faut payer pour avoir accès à des journaux. Là, c'est totalement gratuit. On appelle ça de l'open access. Et avec ce lien ici, vous pouvez, si vous copiez-coller, le taper sur Internet, vous pouvez avoir accès à l'article intégral. Alors, c'est un peu compliqué, c'est de l'anglais, c'est scientifique, mais voilà, ça reste tout à fait abordable. Alors, juste pour dresser le décor de cette étude, on a fait une étude que l'on appelle multicentrique, observationnelle et transversale, tout ça pour dire que c'est une étude au travers de questionnaires que l'on a fait passer à des individus en France et sur tout le territoire français, dont l'objectif principal était d'évaluer la prévalence de l'automédication pendant et après le cancer. La prévalence, ça veut dire est-ce que les gens s'automédiquent ou pas pendant et après le cancer. Les objectifs secondaires en lien avec l'automédication, on a cherché à comprendre, à mesurer, à évaluer les types de produits, les indications déclarées par le patient, le lieu d'achat, les conseils éventuellement reçus pour cette pratique d'automédication. Est-ce que les déclarants avaient informé leurs professionnels de santé de leur pratique d'automédication? Ensuite, la perception des risques, des faits indésirables, d'interactions médicamenteuses, et puis une partie assez dense de relations entre l'automédication et les caractéristiques des patients, enfin des répondants, des types de cancers, de symptômes et de qualité de vie. Alors, c'est une étude que l'on appelle au niveau réglementaire une recherche impliquant la personne humaine. Et en fait, on est obligé de déclarer, de demander un avis éthique à un comité de protection des personnes. Et ça pour dire que cette étude a été faite dans les règles. On a eu un avis éthique d'un comité de protection des personnes de Paris. Le protocole a été enregistré sur un site américain qu'on appelle clinicaltrial.gov. Et on a pu travailler avec 11 associations françaises de patients et au travers aussi de 27 pages Facebook. Et l'étude s'est déroulée, on va dire, de fin décembre 2021 jusqu'à fin avril 2022. Alors, désolé, c'est de l'anglais, mais je vais faire simple. On estime qu'on a contacté à peu près 7500 patients, et que 680 ont répondu et qu'on en a conservé 518 au final et qu'on en a analysé. Alors, c'est un de ces écueils de ces type d'études, en fait, on a aussi pas mal de personnes qui se connectent
au questionnaire, c'est un questionnaire en ligne sur Internet, et qui ne termine pas les questionnaires. Alors en soi, ce n'est pas très grave, mais en fait, on a pas mal de déchets parce que c'est des données que l'on ne peut pas garder, ça nous fait trop de données manquantes, et après, c'est difficile à manipuler. Juste une photo, alors c'est peut-être plus pour Cancer Vessie France, pour leur montrer comment on fonctionne. Ça, c'est les nombres de réponses par jour. Et pour montrer qu'en fait, on a des pics de réponses au moment où les associations diffusent les questionnaires à leurs membres, à leurs sociétaires, et qu'il faut relancer, sans quoi, en fait, on a des pics et ça diminue, et si on ne le fait qu'une seule fois, on n'a pas assez de réponses. C'est pour ça que ça peut paraître un peu, je sais qu'on est un peu pénible à relancer les associations quand on fait ce type d'études, mais c'est indispensable, sinon on n'arrive pas à avoir suffisamment de réponses. Alors, sur les 518 personnes qui ont participé, les caractéristiques de l'ensemble des participants, là, c'est l'ensemble des individus. Là, c'est les individus entre ceux qui ne font pas d'automédication et ceux qui font d'automédication. Alors, désolé pour le terme anglo-saxon, mais on parle de cancer survivor sur les personnes qui sont après le cancer, qui sont en rémission. C'est le terme anglo-saxon pour être survivant. Je sais que ça heurte un peu. Et le terme pareil anglais pour les patients atteints de cancer patients. Alors pareil, pas d'automédication, automédication. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, juste peut-être parce qu'il n'y a pas de grosse différence entre ces différents groupes. Voilà, juste pour montrer ce qui est important peut-être, les caractéristiques de la population. Donc on a surtout des femmes. La population est plutôt jeune, puisque voilà, l'ensemble des cancers ou les principaux cancers en France, c'est plutôt une pathologie du senior, on va dire, plutôt autour de 60-65. Et puis, on voit ici, alors l'explication, c'est qu'on a une forte représentation de patientes, cancer du sein, et on voit la vessie, et on vous remercie, enfin, on remercie l'association d'avoir diffusé le questionnaire, puisqu'on a 24 personnes qui ont, bladder, 24 personnes qui ont participé. Mais je n'irai pas plus loin sur ce tableau, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est ces caractéristiques de la population. Alors, le résultat sur l'automédication, alors on a un résultat qui est assez élevé, et un peu plus élevé que ce qu'on peut s'attendre par rapport à la littérature, mais voilà, on a plus de la moitié des individus qui déclarent faire de l'automédication. Le chiffre est un peu plus élevé pendant le cancer qu'après le cancer. Alors, il y a un point aussi qui est important de garder à l'esprit, c'est que sur cette définition d'automédication, comme on vous l'a présenté au début, on pense que l'on a eu aussi des patients qui nous ont déclaré leur pratique d'automédication sur le prescrit à la demande, c'est-à-dire que le médecin prescrivait des médicaments que le patient pouvait prendre à la demande. Alors malheureusement, on n'a pas été assez fin pour recueillir spécifiquement cette information-là, mais on pense que c'est un peu dedans, on l'a aussi. Les produits qui sortent par ordre d'importance, en termes d'automédication, ce qui arrive en premier, c'est les compléments alimentaires, ce qu'on voit ici, les dietary supplements, où c'est quasiment 60% de l'ensemble des individus, et les chiffres sont à peu près similaires alors c'est un peu plus élevé, on est plus proche des 2 tiers chez les patients après le cancer que pendant le cancer. Les antalgiques, il y a une place aussi très importante, hein, c'est plus de la moitié des individus qui considèrent l'automédication avec les antalgiques. Alors, c'est là où on pense qu'on a un petit peu de à la demande prescrit par le médecin. Arrive ensuite, un petit peu plus loin derrière, la phytothérapie et les médicaments de la sphère digestive, où on va dire qu'on est autour d'un tiers des déclarants. Mais on voit bien que les compléments alimentaires tiennent une place importante dans les pratiques d'automédication. Les indications déclarées. Alors, les indications déclarées, sur la gestion des effets indésirables des traitements anticancéreux, il y a la moitié. Alors, pardon, quand on est pendant le cancer, on est bien sur les 2 tiers des déclarants qui disent utiliser de l'automédication pour gérer les effets indésirables. Alors, il y a peut-être du à la demande, mais du complément alimentaire, ce n'est pas souvent du à la demande prescrit par un médecin. Amélioration des effets des anticancéreux, 40% des déclarants disent pratiquer d'automédication pour améliorer les effets des anticancéreux. Et puis après, quand on regarde sur des indications un peu plus fines, autres, la douleur arrive en tête largement, suivie par fatigue, anxiété, stress,
nausées, vomissements. Donc, je reviendrai là-dessus. Il y a quand même des éléments, notamment la douleur, qui, je pense, est un fort moteur de pratique d'automédication. Où sont achetés, obtenus les produits d'automédication? C'est majoritairement des pharmacies de ville, c'est le pharmacien. Donc, nous sommes pharmaciens, donc ça nous sensibilise particulièrement et ça montre, je pense, le rôle important pour nous, enseignants, sur l'automédication, du pharmacien dans l'automédication. Après Internet, c'est 20%, un quart, et les supermarchés, enfin, les grandes surfaces, je veux dire, plutôt peut-être. Internet, on en reparlera, mais un point de vigilance, on ne sait pas ce qu'on achète sur Internet, ce n'est pas toujours aussi fin que ça. Sources et conseils reçus pour l'automédication, pas tant de personnes déclarent avoir reçu des conseils. Le plus souvent, ce sera plutôt par le médecin traitant, mais on va dire à jeu égal avec le pharmacien. Et l'oncologue, c'est plus en retrait, on est plus autour d'un quart. Internet, 20%, c'est quand même relativement élevé si on regarde par rapport à l'oncologue, ce qui peut être un peu inquiétant parce que sur Internet, vous le savez très bien, tout et n'importe quoi se dit. Et puis, une chose importante pour nous, la déclaration de la pratique d'automédication à leurs professionnels de santé. Alors, on a été agréablement surpris par le fait que plus des 3/4 des déclarants rapportent qu'ils informent les professionnels de santé sur leur pratique d'automédication. Après, on peut penser que parmi ceux qui le déclarent et pendant le cancer, 60% le déclarent à l'oncologue. C'est peut-être pas encore suffisant et que l'objectif à atteindre, c'est bien 100%. Alors, un résultat que j'ai mis en rouge qui, pour nous alerte un petit peu quand même. On a posé la question, si vous vous souvenez, si les personnes qui pratiquaient l'automédication avaient pensé qu'il y avait ou pas des risques associés à l'automédication en termes d'interaction avec les anticancéreux ou d'effets indésirables. Et en fait, les répondants, 85%, on va dire, avaient une vision très sûre de leur pratique d'automédication, d'absence d'interaction médicamenteuse et d'effets indésirables. On reviendra dessus. Ça, autant ces autres résultats sont plutôt, je dirais, encourageants, enfin, sont plutôt une bonne chose. Ça, c'est pas bien, on va dire. Il faut garder à l'esprit que tous les produits que l'on prend avec une visée thérapeutique, il y a des bénéfices qui sont parfois démontrés, parfois ils ne le sont pas, mais il y a aussi des risques. Et ça, il faut absolument en avoir conscience. On ne peut pas y aller les yeux bandés. On pourra en rediscuter. Ensuite, automédication et qualité de vie. Alors, je vais présenter pas mal de résultats. Je vais passer peut-être un petit peu vite parce que c'est assez dense. En fait, on a fait passer des questionnaires pour évaluer la qualité de vie des patients, des gens qui ont répondu, et aussi la présence de symptômes. Et ce qu'il en ressort parmi ceux qui font de l'automédication par rapport à ceux qui ne font pas d'automédication, sur l'ensemble des individus, on a une légère altération de la qualité de vie sur une dimension qu'on appelle le fonctionnement social, c'est-à-dire un peu la vie au quotidien. Mais cet effet n'est pas très marqué. Ce qui ressort un peu plus, c'est la douleur, les troubles du sommeil. Troubles du sommeil et douleur, c'est un peu plus marqué. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des explications pour ne pas vous perdre. Et aussi un élément qui était assez important, et peut-être même plus que la douleur et l'insomnie, les difficultés financières. Et je reviendrai dessus aussi. Ensuite, si on regarde un peu plus finement nos résultats en fonction des classes de produits. Alors, sur les compléments alimentaires, ce qui ressort, on a retrouvé, et ça c'est ce qu'on n'a pas pour toutes les classes de produits, c'est assez intéressant. On a les personnes qui déclarent pratiquer l'automédication avec des compléments alimentaires ont une amélioration de la perte d'appétit. Ils vont mieux du côté perte d'appétit, donc c'est plutôt encourageant. Si on regarde ceux qui pratiquent l'automédication avec des médicaments contre la douleur, alors c'est des patients, c'est des individus chez lesquels il y a de très fortes altérations, qualité de vie globale, fatigue, douleur, insomnie. Donc, en fait, je pense qu'on souligne le fait que les patients qui consomment des antalgiques et qui ont des douleurs et cancer, ne sont pas bien du tout. Et on sait malheureusement qu'en termes de prise en charge de la douleur dans le cancer, je pense qu'on peut faire mieux en France. On fait bien, mais on peut faire mieux. La phytothérapie, un bénéfice sur la diarrhée. Alors,
j'insiste, c'est une photographie, hein. On n'a pas mesuré l'efficacité, c'est juste une photographie de ce qui ressort des déclarants. Ensuite, médicaments de la sphère digestive. Alors là aussi, on avait des altérations, des patients qui étaient moins bien au niveau qualité de vie, fatigue, nausées, vomissements, perte d'appétit, diarrhée. Donc, c'est lié, hein. On voit bien que c'est des patients qui ont des désordres digestifs. L'aromathérapie, donc les huiles essentielles, altération plutôt de la qualité de vie, les patients ne sont pas bien. Homéopathie, il n'y a rien qui est sorti. L'homéopathie, les patients ne sont pas mieux, ne sont pas moins bien. Anxiété, trouble du sommeil, on retrouve des altérations, pareil, insomnie, douleur, fatigue. Médicaments de la sphère ORL, plutôt, on va dire, du social. Et désordre veineux, troubles respiratoires, insomnie, constipation. Il n'y a pas grand, je pense qu'il y a d'autres liens, d'autres anomalies, d'autres comorbidités chez ces patients qui font que ce sont des patients qui vont consommer on va dire des vénotoniques et qui peuvent être peut-être associés à du surpoids, alors à des désordres respiratoires, des problèmes de constipation. Alors, et c'est les derniers résultats que je vais vous présenter. Je suis désolé, c'est un peu compliqué. Mais cette analyse-là, elle est importante. C'est ce qu'on appelle une analyse multivariée. C'est-à-dire qu'on a pris un ensemble de données qu'on a analysées ensemble. C'est-à-dire que ça permet de neutraliser certains, on va dire, des facteurs confondants, des facteurs qui vont bouger ensemble et qui vont biaiser des résultats. Et là, comme on les analyse ensemble, ces résultats sont beaucoup plus forts, beaucoup plus justes. Et ce qu'il en ressort, ceux qui pratiquent de l'automédication, ceux qui ne pratiquent, pardon, ceux qui pratiquent l'automédication, excusez-moi. Ceux qui pratiquent l'automédication sont plutôt des répondants qui ont des diplômes plus élevés sur l'ensemble des gens qui ont répondu. Ce sont des individus qui ont plus de douleurs et ça va être associé aussi, l'automédication sera associée à de la douleur et sera associée à des difficultés financières. Et ça, c'est quelque chose, et ça sort, le résultat est relativement marqué, et je reviendrai dessus aussi. Et un élément qui va contre l'automédication, ces individus qui ont des revenus plus élevés et des diplômes un peu plus inférieurs. Alors, c'est peut-être plus difficile à discuter, mais ces deux points, pour moi, sont importants, c'est-à-dire que la douleur sera associée à l'automédication et on peut penser que ce sera un motif fort d'automédication. Et que ça sera aussi associé à des difficultés financières et ça amène au fardeau financier de la maladie. Alors, en France, je pense qu'on a encore de la chance, hein. On a un système qui nous protège beaucoup, mais ça souligne quand même que les patients qui vont aller vers de l'automédication, finalement, ça amène une charge, un fardeau financier dans leur quotidien. Alors, le take-home message de cette étude, on essaye de faire simple, l'automédication est fréquente. Alors, automédication, autogestion. J'insiste là-dessus, je ne sais pas si on est vraiment sur l'automédication pure telle qu'on l'a décrit Sabrina. Je pense qu'on est un peu plus large. C'est très fréquent, on a la moitié des individus pendant ou après le cancer qui font de l'automédication. Beaucoup de compléments alimentaires, on en reparlera. La douleur est un motif important d'automédication. Et ça souligne, à mon avis, moi je pense, pour moi, chercheur qui travaille dans la douleur, probablement un manque de prise en charge. Plutôt encourageant, l'information des professionnels de santé est bien faite ou semble être faite. Mais peut-être pas assez les oncologues. Et je crois qu'il faut rappeler que un peu les chefs d'orchestre dans la prise en charge des patients, c'est l'oncologue et qu'il faut absolument informer l'oncologue. Ensuite, et ça c'est un point important, il faut sensibiliser les patients. À mon avis, à notre avis, il y a une confiance trop importante dans la sécurité des produits d'automédication. Si on les considère comme des médicaments, comme des produits actifs, il y a des bénéfices. Alors j'insiste, pas toujours démontrés. Il y a des risques. Et parfois, les risques sont démontrés, les bénéfices ne sont pas démontrés. Donc, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas que des produits sûrs. Il y a toujours des risques associés. Le pharmacien, alors on va se faire un peu de pub, mais c'est un choix éclairé, hein. La pharmacie va être un lieu privilégié pour obtenir des produits d'automédication. Donc, ça veut dire aussi pour nous qu'il faut que nos pharmaciens soient formés
à l'automédication et aux conseils d'automédication, et notamment dans le cadre du cancer. Et puis, et ça, c'était un peu inattendu, on pense que ça a un impact financier pour les personnes qui pratiquent l'automédication, et ça peut être problématique. Et peut-être d'ailleurs, c'est un voyant d'alerte, une alarme sur peut-être des dérives. Attention à ne pas aller trop vers l'automédication. Si ça commence à devenir vraiment trop cher, il y a probablement un défaut de prise en charge et qu'il y a quelque chose à modifier. Donc voilà pour ma partie. On pourra revenir sur toutes ces données et mes propos à la fin de la présentation. Il n'y a aucun problème. Et je vais passer la parole à Sabrina. Merci David. Donc moi, je vais vous présenter des éléments issus en fait de mon statut d'enseignant-chercheur, des choses que j'ai, voilà, des choses qui sont documentées. Et puis parfois, peut s'entremêler aussi avec mon expérience, puisque moi, je suis aussi pharmacien d'officine, donc j'ai une expérience quotidienne ou quasi avec les patients. Et donc, il y a des choses qui sont plus de mon vécu que de la littérature que j'ai pu lire. Donc, je vous dirai à chaque fois d'où vient telle ou telle information. Première chose, si on regarde dans la littérature et qu'on cherche à savoir pourquoi les patients s'automédiquent, en fait, ce qu'on observe, c'est que souvent, c'est pour traiter des symptômes qui sont connus, parce que les patients ont déjà eu ces symptômes ou voilà, ils ont déjà une expérience de ces symptômes. Donc, ils vont vouloir se traiter, ils vont se sentir capables de le faire surtout. Donc, ces symptômes, ça peut être des symptômes qui sont liés aux effets indésirables de la chimiothérapie, hein, dans ce cadre-là, ou parfois même certains symptômes du cancer. Donc, par exemple, les douleurs. Et on revient là sur les antalgiques. Ensuite, pour quelle raison? Parce que c'est facile, c'est rapide. C'est-à-dire que soit le patient, il a le médicament déjà chez lui, ou alors il peut l'avoir en accès à la pharmacie. Et ça aussi, c'est facile puisque les pharmacies sont ouvertes au moins 6 jours sur 7 pour la plupart d'entre elles, et parfois même certaines 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, c'est plus facile que d'aller consulter un médecin. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles les patients pratiquent l'automédication. Et ça, c'est un message qu'on veut transmettre, hein, qui est important. Pourquoi pas traiter les symptômes connus, mais dans tous les cas, il ne faut jamais remplacer, ça ne peut pas remplacer un traitement de chimiothérapie. Ça peut avoir sa place, bien sûr, dans le traitement des symptômes ou des effets indésirables, mais en aucun cas, ça ne remplace un autre traitement, un traitement de chimiothérapie. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi on s'automédique, quels sont les risques? Alors, il y a 2 types de risques. Il y a les risques qui sont liés à l'autodiagnostic et les risques qui sont liés à l'autothérapie. Donc, je explique un petit peu ça. L'autodiagnostic, c'est le fait de diagnostiquer tout seul, en fait, ce qu'on a. Voilà. Alors, quel risque à faire ça? Eh bien, d'une part, on peut sous-estimer la gravité des symptômes. Donc, se dire, ben oui, finalement, c'est peut-être pas si grave, oh, des douleurs, bon oui, voilà, on a tous des douleurs. Ça peut masquer des symptômes sévères, c'est-à-dire que si je prends des antalgiques pour des douleurs, eh ben, bien sûr, j'aurai plus de douleurs, mais quand je vais arrêter l'antalgique, ça sera toujours là. Pareil pour la fièvre. J'ai de la fièvre, je prends du paracétamol, j'ai plus de fièvre, mais par contre, la fièvre, c'est souvent un symptôme d'alerte, hein, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien qui se passe. Et donc, ça risque de masquer ces symptômes. Et de fait, eh ben, ça peut entraîner un retard de diagnostic et donc un retard de prise en charge pour le patient. Ensuite, les risques de l'autothérapie. Alors, ça a été évoqué un petit peu déjà par David, mais ben, c'est les risques d'interaction médicamenteuse. Alors, interaction médicament-médicament, mais on va le voir aussi, interaction plante-médicament, éventuellement, interaction complément alimentaire, médicament, voire même interaction aliment-médicament. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les effets indésirables parce que les médicaments d'automédication, donc qu'on peut acheter comme ça,
ce sont quand même des médicaments avec des effets indésirables, certes moindres que les médicaments prescrits, mais il en existe quand même. Même chose pour les plantes ou autres compléments alimentaires. Si on soigne tout seul sans forcément l'avis d'un professionnel de santé, on peut en faire une mauvaise utilisation. Par exemple, on pense souvent à la surconsommation, en fait, on en prend trop, mais des fois, on n'en prend pas assez pour que ce soit efficace. Et du coup, on va aller, en fait, empiler des thérapeutiques ou des choses en se disant, bah non, ça ne marche pas bien. Mais parfois, c'est simplement parce qu'on ne l'a pas pris de la bonne façon. Et on peut même aller jusqu'à l'intoxication, bien sûr, si on en prend trop. Et puis, le dernier risque, c'est la surestimation de l'effet thérapeutique attendu, c'est-à-dire qu'on va attendre beaucoup de ces médicaments un petit peu dans la durée et on va revenir à la problématique du dessus, c'est-à-dire que ça peut engendrer après un retard de diagnostic. C'est-à-dire qu'on pense pouvoir gérer avec ces médicaments-là et puis finalement, ou ces produits-là, et finalement, ce n'est pas possible. J'attends la diapo suivante. David, si tu es là. Merci. Alors, que dire? Médicaments sans ordonnance, puisqu'on a vu que l'automédication, ce n'est pas que les médicaments. Mais concernant les médicaments, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours demander l'avis d'un professionnel de santé, alors que ce soit le médecin ou le pharmacien, puisque vraiment, on s'expose à des effets indésirables et des interactions médicamenteuses, mais même avec des médicaments qui peuvent paraître un petit peu classiques, bénins, etc. Par exemple, les AINS, les anti-inflammatoires, sont couramment utilisés, des fois un petit peu trop par les patients, et on sait qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves, notamment sur la fonction rénale, en cas d'ulcère gastrique, etc. Le paracétamol, qui est le numéro 1 des antalgiques, et qui peut lui aussi, s'il est mal utilisé, engendrer notamment des effets indésirables hépatiques. Et puis j'ai mis aussi l'exemple des antitussifs, parce que quand on prend un sirop pour la toux, des fois on a l'impression de ne pas prendre grand-chose, ce n'est qu'un sirop, sauf que certains antitussifs ont un fort potentiel d'interaction médicamenteuse et puis aussi d'effets indésirables à risque. Là, je veux parler par exemple du Toplexil qu'on connaît tous, plus ou moins. Toplexil, ça crée une rétention urinaire, par exemple. Donc, si on a déjà des soucis de ce côté-là, ça va vraiment être un médicament à éviter. D'où l'importance de demander avis au médecin ou au pharmacien qui sera bien sûr à même de conseiller, de voir si le médicament est bien adapté. Alors, la phytothérapie, les plantes maintenant. Il y a pas mal d'idées reçues autour de ça, que c'est des plantes, ça ne peut pas faire bien de mal, puisque c'est quand même la nature qui nous donne ça et que c'est forcément bon pour la santé. Alors non, puisque les plantes contiennent vraiment des principes actifs. D'ailleurs, les premiers médicaments qui ont vu le jour il y a très longtemps étaient tirés des plantes. L'aspirine, c'est le sol. La digitaline pour les problèmes cardiaques, c'est d'âge digital. Donc, il y a vraiment une action avec des problèmes notamment sur le foie et sur l'élimination après des autres médicaments. Notamment au niveau des médicaments anticancéreux, ça peut vraiment être problématique quand il y a une compétition d'élimination entre les plantes et puis les médicaments anticancéreux. Et puis, parfois, ça peut être toxique, carrément. Pareil, certaines plantes qu'on peut acheter pour mieux supporter les traitements, au lieu d'être toxiques, de rendre toxiques les médicaments, au contraire, ils peuvent réduire l'efficacité. Donc, il faut vraiment faire attention. Et les plantes, c'est pareil. Il faut vraiment aller se renseigner et aller demander l'avis d'un professionnel de santé avant de s'automédiquer par les plantes. J'ai mis quelques exemples. De choses assez classiques et qui, pour nous, c'est un peu la liste noire des plantes qu'on peut nous demander ou compléments alimentaires, puisqu'on retrouve des fois ça dans les compléments alimentaires. Et alors, il y a eu pas mal de questions en amont du webinaire, mais je les vois passer là aussi sur l'alimentation.
Alors, vous allez voir, on n'est ni David ni moi, ni diététicien, ni nutritionniste, ni spécialiste de la nutrition et de l'alimentation, mais vous voyez que dans ces plantes qui sont à éviter, on retrouve des aliments. Hein, l'ail, le curcuma, par exemple, qui peuvent être utilisés en cuisine. Je ne vais pas détailler, mais par exemple, le curcuma et l'échinacée qu'on donne pour booster les défenses immunitaires, et le curcuma qu'on utilise comme antioxydant, ce sont deux plantes en fait qui peuvent avoir une toxicité au niveau du foie. Donc, prise à une dose un peu élevée, bien sûr, mais il y a potentiellement un problème au niveau du foie. De même, le ginkgo, et qu'on retrouve pour les troubles veineux, notamment, ou les hémorroïdes, les choses comme ça, et l'ail, qui est parfois donné, ou en tout cas qui a comme allégation de pouvoir traiter, entre guillemets, l'hypertension, et ben, ces deux-là vont interagir avec tout ce qui est anticoagulants oraux. Donc, on sait que les anticoagulants, ce sont des médicaments qui sont quand même couramment prescrits, hein, et donc, il va y avoir une interaction avec un risque hémorragique qui est supérieur. Si on regarde le ginseng qu'on retrouve dans les complexes vitaminiques pour redonner un petit peu la pêche, eh bien, on va devoir l'éviter absolument en cas de diabète ou en cas d'hypertension, puisque ça peut majorer les symptômes de l'hypertension notamment. Et puis le millepertuis, alors lui, c'est la bête noire. Lui, il interagit, il empêche les médicaments soit ça empêche de les éliminer, donc il va être en excès, soit au contraire, ça va les empêcher d'agir. Donc le millepertuis, c'est vraiment un cauchemar pour tous les pharmacologues et puis pour tous les pharmaciens. Donc vous voyez que c'est pas forcément parce que c'est des plantes, c'est bien. Et attention aussi aux antioxydants, parce qu'on lit beaucoup de choses, hein, que ce soit, et on entend beaucoup de choses en disant il faut prendre des antioxydants. Certes, il faut prendre des antioxydants, sauf que si on prend des antioxydants en excès, comme le curcuma par exemple, eh ben, ils vont avoir un effet oxydant. C'est-à-dire qu'en trop grande quantité, ils vont avoir l'effet contraire. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de bien faire attention à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout est en fait je pense que sur les plantes, et si on va là-dessus un petit peu sur l'alimentation, en fait, tout est affaire d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais qu'il y ait rien en excès. J'ai mis avec la phytothérapie l'aromathérapie parce que tous les effets néfastes qu'on peut avoir avec les plantes, et ben en aromathérapie, c'est potentialisé, c'est encore pire puisque c'est un concentré en fait d'extraits de certains extraits de plantes. Donc ça va être beaucoup plus puissant et donc avec un potentiel dangereux encore plus important. C'est bon. Un petit focus aussi sur deux autres produits, on va dire, qu'on retrouve fréquemment dans les compléments alimentaires, les probiotiques. On les voit un petit peu à toutes les sauces, hein, pour l'immunité, pour les troubles digestifs, pour les mycoses, enfin plein de choses. A priori, dans les études, il n'y a rien qui ressort sur le danger possible des probiotiques. Pas d'interaction, pas d'effet indésirable, sauf une étude qui a montré une fois, je crois, ou chez 2 patients, je crois que j'exagère un peu, que donner des levures, par exemple l'ultra-levure, c'était le cas de l'ultra-levure, chez un patient qui a une voie veineuse centrale, il y a eu des fongémies, c'est-à-dire que la levure, elle s'est développée en fait dans le corps entier, voilà, avec des conséquences qui étaient un peu désastreuses. C'est quelques cas qui ont été décrits, mais par précaution, c'est vrai qu'on va éviter peut-être de conseiller des probiotiques chez ces patients qui ont des voies veineuses centrales. Une fois que la voie veineuse est enlevée, bien sûr, il n'y a plus de soucis du tout. Et l'homéopathie. Alors, l'homéopathie aussi, moi, je suis assez à l'aise pour en parler parce que l'homéopathie, j'en conseille, je la manipule assez bien. C'est souvent très, très controversé, les médecins ne sont pas fans. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire qu'a priori, pas d'interaction médicamenteuse
et pas d'effets indésirables avec ces traitements. Donc, pourquoi pas en prendre. Par contre, je crois que le message à retenir, c'est qu'on ne doit pas remplacer les autres traitements par l'homéopathie. Ça doit venir en plus, en fait. Je ne sais pas, j'ai des diarrhées, ben, je prends mon Smecta ou mon Imodium et je prends de l'homéopathie en plus pour aider ou pour diminuer la durée des symptômes ou l'intensité des symptômes, mais je ne remplace pas pour ne pas avoir une perte de chance finalement dans mon traitement. Et attention, puisque l'homéopathie était remboursée, vous devez le savoir, ne l'est plus. Et comme elle ne l'est plus, les laboratoires qui font de l'homéopathie ont développé un petit peu leur gamme pour survivre, hein, tout simplement. Et sous le même nom, donc là on va parler de Boiron parce qu'en France c'est Boiron le numéro 1, vous allez retrouver sous le nom de Boiron des produits qui ne sont pas de l'homéopathie. Ça va être des teintures mères, ça va être des bourgeons ou des macérats glycérinés de bourgeons. Et ça, attention, parce que ça n'est pas de l'homéopathie, c'est de la phytothérapie. C'est concentré, donc il y a vraiment le principe actif est présent en quantité. Donc on peut penser prendre de l'homéopathie et ne rien risquer. Et en fait, on s'expose au même danger que si on prenait la plante en gélule ou autrement. Donc ça, je pense que c'est important de le savoir. Donc pour terminer, si on pose la question, est-ce qu'il faut s'automédiquer, oui ou non? Eh ben, je dirais oui, quand même. On peut s'automédiquer, mais en étant très très vigilant et notamment avec la diapo suivante. Notamment en demandant l'avis d'un professionnel de santé. Alors, c'est peut-être ce qui ressort un petit peu de l'étude quand on voit que c'est les patients douloureux qui s'automédiquent. Et David l'a exprimé, souvent c'est peut-être parce qu'il y a un défaut de prise en charge. Donc ça, c'est aux soignants d'améliorer un petit peu ça. Soit un défaut de prise en charge, soit parfois un manque d'écoute aussi. Parce que, alors ça c'est plutôt mon expérience qui parle, mais en fait, peut-être des fois des symptômes sont un peu ignorés par les soignants, et ce qui fait que le patient, il va avoir tendance à se débrouiller tout seul. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parfois aussi que le patient s'automédique sans demander l'avis d'un professionnel, parce que dès qu'on parle de plantes, d'homéopathie à un médecin, il va dire non, ça c'est pas bien. Et du coup, ça peut aussi pousser le patient finalement à ne pas en parler, ce qui est bien dommage, parce qu'il vaut mieux en discuter plutôt que de le faire sans le dire à son thérapeute. L'autre chose importante, je l'ai déjà dit, mais je pense que je peux le répéter, c'est qu'il ne faut pas que ça remplace les traitements de chimiothérapie, bien sûr, ou tout autre traitement de support, donc c'est-à-dire de traitement des effets indésirables. Et puis aussi, attention, si on prend un médicament ou un produit sans prescription, bien se renseigner aussi auprès du pharmacien sur les modalités de prise, c'est-à-dire la quantité à prendre, par exemple, et au signe d'alerte, c'est je m'automédique, oui, mais à quel moment faut que j'arrête, à quel moment je dois consulter, à quel moment je dois appeler mon médecin. Donc ça, c'est peut-être les 3 messages qui me semblent les plus importants à faire passer. Merci Sabrina. Alors je ne sais pas si on passe en revue les questions. Alors moi, je n'ai pas vu du tout les questions. Je vais peut-être essayer de synthétiser un peu les questions. Il y a quelque chose qui ressort, c'est en cancer de la vessie, il y a souvent cette question du fonctionnement rénal. Est-ce qu'il y a des spécificités en ce qui concerne le cancer de la vessie et les reins? Oui. Il faut savoir. En termes de... Alors, je pense que je ne serai pas armé pour répondre spécifiquement, mais si une des questions sous-jacentes est la fonction rénale et la qualité de la fonction rénale,
j'aurais tendance à dire et à généraliser de manière pour tout type de cancer qu'il faut préserver la fonction rénale. Et comme l'a évoqué Sabrina, il y a des médicaments qui peuvent paraître très banals comme les INS, c'est-à-dire l'ibuprofène qui est consommé largement, qui est un médicament qui, d'un point de vue toxicologique, est un médicament qui est plutôt bien toléré, mais chez certains patients, on peut facilement détériorer la fonction rénale avec des INS et qui plus est générer des interactions médicamenteuses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rein élimine beaucoup de médicaments dans les urines et les INS, en fait, diminuent la perfusion rénale, c'est-à-dire qu'on va diminuer l'afflux de sang dans les reins. Et la conséquence, c'est qu'on va former moins d'urine et on va moins éliminer. Et donc, le principe, c'est qu'on va réduire l'élimination des médicaments, l'élimination rénale, et il y a un risque derrière de surdosage. Et puis, parfois, les choses sont très mal faites, c'est que ces surdosages qu'on peut entraîner des surdosages de médicaments qui sont eux-mêmes néfastes pour le rein. Un grand classique, alors on sort un peu du contexte, c'est le lithium. Un surdosage en lithium détériore la fonction rénale. Est toxique pour le rein, alors que le lithium est éliminé par voie rénale. Donc, moi, ce serait peut-être le premier commentaire. Je ne sais pas si Sabrina, tu as un autre élément à apporter par rapport à ça, mais… Oui, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certains… Alors, tu as parlé médicaments, mais on peut parler plantes aussi. Hein, à quoi je pense la réglisse, la grande consoude qu'on peut donner pour les douleurs articulaires, ça va être des choses qui vont pouvoir altérer la fonction rénale, ce qu'on ne veut surtout pas. Et puis, on peut être amené aussi à vouloir prendre des plantes, et c'est peut-être ça l'idée de la question, pour améliorer sa fonction rénale, pour essayer d'aider le rein. Alors, il y a, j'en sais rien, les feuilles de pissenlit, l'orthosiphon, que sais-je. Alors, bonne idée, sauf si le rein est déjà en souffrance. Parce qu'en fait, on va essayer d'activer un petit peu son fonctionnement chez une personne qui n'a pas de pathologie, pourquoi pas. Par contre, chez quelqu'un qui a déjà un rein en souffrance, souvent, ce n'est pas une très bonne idée. Voilà. Et lorsque le patient, admettons qu'on est en consultation avec son neurologue ou son médecin traitant, qui pose la question, est-ce que vous pratiquez l'automédication? Enfin, un patient qui prend peut-être du curcuma, la spiruline, quelque chose… comment distinguer entre l'aliment et l'automédication? Parce que j'avoue que moi-même, je serais peut-être, je ne dirais pas à mon médecin, oui, je mange beaucoup d'ail. Je n'aurais pas pensé que c'est une automédication de manger beaucoup d'ail. C'est la quantité. C'est-à-dire qu'entre mettre un peu d'ail dans ses plats et manger 3 gousses d'ail par jour, on n'est pas sur le même niveau. C'est-à-dire que rajouter ce qu'on appelle parfois des alicaments, donc des aliments qui sont des médicaments en petite quantité, pourquoi pas, mais par contre, par exemple, mettre de l'ail en excès dans tous ces plats ou rajouter du curcuma dans tout ce qu'on mange, ça, pour le coup, ce n'est pas une très bonne idée parce qu'on va arriver justement à des doses thérapeutiques avec une possibilité d'exposition aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses. Je pense que tout est affaire d'équilibre. Enrichir un peu son alimentation en certains aliments qui sont bénéfiques. À manger beaucoup de fibres, c'est bon pour tout le monde. Par contre, si je me mets à manger que des fibres toute la journée et que ça, je vais avoir des carences, je vais avoir des diarrhées. Voilà, c'est pas bon. Et pourtant, c'est de bons aliments quand même. Donc, je pense que c'est ça un petit peu le… Fruits et légumes. Oui, mais pas en excès non plus. Non, mais je suis bien d'accord. Mais fruits et légumes. Une majorité de la population ne consomme pas assez de fruits et de légumes. Donc, c'est même pas, c'est déjà de retourner à la normale. Mais comme le souligne Sabrina, et là-dessus, c'est très important, il ne faut pas passer de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire transformer complètement son alimentation avec un excès de fruits, de légumes. Les fruits contiennent du sucre aussi. Et si on mange beaucoup de fruits et on déséquilibre complètement, il y a quand même un risque aussi de se surcharger en sucre et derrière d'avoir d'autres problèmes. Sur l'homéopathie, j'ai cru comprendre que généralement on pense qu'il n'y a pas
L'homéopathie, il n'y a pas d'effet néfaste pour le patient. Pourtant, en homéopathie, on voit beaucoup, on tape cancer de la vessie homéopathie dans Google, on tombe sur beaucoup de conseils sur l'homéopathie à prendre. Qu'est-ce qu'il faut croire de ces informations qu'on trouve sur Internet? Je pense, enfin, je ne suis pas David, mais il faut se méfier de ce qu'on trouve sur Internet, je pense. Il ne faut pas écouter Internet, si ce n'est si c'est des publications scientifiques. Mais ça, je pense que le commun des mortels n'est pas forcément équipé pour pouvoir juger. On l'a bien vu pendant le Covid, tout le monde s'était improvisé, enfin beaucoup de gens s'improvisaient sur les réseaux sociaux, chercheurs en essais cliniques et avaient la capacité de discuter tout ça. C'est déjà compliqué, et même pour nous, c'est compliqué. Les données, voilà. Après, il y a tout ce qui est quand même ANSM, HAS, qui sont des sites de référence. La HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, peut donner des labels de certification sur certains sites Internet. Moi, il y a un élément qui est important à garder à l'esprit. J'ai vu passer quelques questions. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail parce que ce n'est pas si simple que ça à lire, mais c'est difficile de démontrer le bénéfice d'un produit de santé. C'est difficile de démontrer le bénéfice d'un médicament. Des fois, ça ne marche pas. Les résultats sont que ça ne marche pas. Et les médicaments, ils n'arrivent pas sur le marché. Les compléments alimentaires, la phytothérapie, etc., beaucoup de ces produits, l'homéopathie, échappent complètement au système d'évaluation classique, évaluation chez l'animal, évaluation chez l'homme au travers d'essais cliniques autorisés, j'insiste. Et du coup, ces produits sont sur le marché et ça va être que des bruits de couloir sur Internet, un individu qui est convaincu parce qu'il a vu une fois une réponse, mais une fois une réponse, ça se trouve, c'était complètement au hasard et si on répétait 100 fois, ben, il n'y aurait pas la réponse sur les 100 fois. Donc, et la question pour les professionnels de santé de savoir où ils peuvent trouver l'information, c'est la littérature scientifique. Et là, pour le coup, les professionnels de santé, normalement, sont équipés, ont la capacité de lire, de comprendre si on peut ou pas aller vers un produit. Et donc, il faut quand même faire attention qu'il y a beaucoup de tendances. Un exemple que je n'arrête pas de répéter à mes étudiants en ce moment, parce qu'on fait ça en TP, il y a eu un courant de pensée sur Internet où il fallait consommer des amandes de noyaux d'abricots. Parce que ça contenait des produits thérapeutiques. Alors en fait, ça contient des cyanosides, c'est des sucres qui contiennent du cyanure. Et quand on en consomme beaucoup, eh ben, on s'expose au cyanure. Et on peut faire de véritables intoxications cyanhydriques, comme dans les films au cinéma, où l'agent secret qui va croquer une capsule de cyanure dans sa dent creuse. Et la NSM a rappelé, et ce n'est pas si vieux que ça, qu'il ne fallait pas consommer, il ne fallait pas en faire un régime alimentaire de manger ces amandes de noyaux d'abricot parce que des gens se sont intoxiqués. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais je pense qu'il y a des gens qui ont fini à l'hôpital. Et il y a très longtemps, l'industrie pharmaceutique a essayé de développer un médicament sur cette base-là. Ça ne marchait pas. Donc, c'est de rappeler que la démonstration de l'effet des produits, ce n'est pas si simple. Et on a vu au travers d'études que les usagers d'automédication, alors, pardon, juste en préambule, mes propos ne sont pas de dire qu'il ne faut pas faire d'automédication. Comme l'a souligné Sabrina, il y a un réel bénéfice sur des symptômes simples, connus du patient, à pouvoir se soulager rapidement. Parfois, ça peut s'arrêter là. Et parfois, il faudra être vigilant, comme l'a souligné Sabrina, pour aller plus loin et consulter. Parce que une fièvre chez un sujet traité par une chimiothérapie, ça peut s'aider avec du paracétamol, mais peut-être que derrière, en fait, il y a un désordre beaucoup plus grave qui va être une atteinte hématologique et que le patient est en train de faire une infection. Et que calmer la fièvre, c'est juste mettre au silence des signes de l'infection et qu'il faut aller plus loin. Non, donc l'automédication, ça peut être bien. Il faut savoir jusqu'où aller. Mais on a vu dans l'enquête que les gens avaient une vision très safe, très. Et ça, je pense qu'il faut le balayer. Il faut avoir conscience que chaque fois qu'on prend même un médicament, même du paracétamol ou un ibuprofène, derrière, il peut y avoir des effets indésirables. Et puis, selon les individus, ces effets indésirables peuvent être parfois beaucoup plus sévères. Le paracétamol bénéficie d'une image très safe. Ce n'est pas du tout safe, le paracétamol. On peut facilement s'intoxiquer avec du paracétamol et avec des conséquences très lourdes pour les patients.
Donc, il faut quand même garder tout ça à l'esprit, qu'il y a derrière des risques et peut-être des bénéfices et des risques. Et moi, je pars du principe que tant que les bénéfices n'ont pas été démontrés, peut-être qu'il n'y a que des risques. Donc, alors je suis désolé parce que je pense que je ne réponds pas complètement à la question, mais il faut bien comprendre que dans la littérature, il n'y a pas tant de données que ça probantes sur l'efficacité de tous ces produits. Moi, je veux bien revenir sur l'homéopathie parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup discuté sur les forums, etc. Il y a des médecins qui viennent d'Inde ou je ne sais où, qui proposent des protocoles par cancer, etc. Alors, moi, je conseille de l'homéopathie. Donc, voilà, j'en conseille au quotidien parce que je trouve que c'est un soin de support intéressant pour les patients qui ont des maladies chroniques ou non. Par contre, le message, c'est vraiment que ça ne doit pas remplacer autre chose. Ça doit venir en plus. Parce que nous, on accompagne les protocoles de chimiothérapie qui sont très émétisantes, par exemple, qui donnent beaucoup de nausées et de vomissements. Donner de l'homéopathie, pourquoi pas? Par contre, dire prenez ça et ne prenez pas votre médicament avant d'aller vers votre chimiothérapie, là, c'est pas possible. Il faut pas le faire. De même, alors on avait moi, au début de ma carrière, il y avait un médecin qui déconseillait toute automédication autre que l'homéopathie, donc il prescrivait beaucoup d'homéopathie et qui donnait aussi beaucoup de conseils alimentaires. Donc, on revient sur la nutrition. Et donc, c'était des patients, on leur disait, pour limiter le développement de votre cancer, pas de sucre, parce que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Pas de laitage, parce que le laitage, c'est pas bon. Donc, plus de fromage, plus de crème fraîche. Je crois qu'il fallait plus de gluten non plus. Et en fait, on se retrouve avec des patients, alors peut-être avec un cancer ralenti, et encore, on n'a pas eu les preuves, mais surtout, on a été avec des patients dénutris. Parce que si on se met à enlever des aliments et qu'on en met d'autres en excès, en fait, ça ne va pas du tout. Donc, je pense que c'est peut-être ça. Pourquoi pas aller chercher de l'info sur l'homéopathie notamment, parce que moi, je suis quand même... Voilà, il n'y a pas d'études, encore une fois, sur l'innocuité de l'homéopathie, mais je suis vraiment convaincue que ça n'interagit pas avec les traitements. Donc, pourquoi pas, mais pas pour remplacer autre chose. Ouais, ça, c'est un vrai risque et c'est démontré dans la littérature, par contre. Alors, il n'y a pas eu des tonnes d'études, mais il y a des cas qui ont été décrits de patients qui, en fait, se soignaient eux-mêmes, mais un peu à l'excès. Et du coup, il y a eu de véritables retards au diagnostic et c'est des patients qui sont… Alors, c'était de la pathologie cancéreuse. Et du coup, c'est des patients qui sont rentrés dans la maladie à des stades avancés, alors que peut-être que s'ils n'avaient pas eu une démarche trop proactive, trop à vouloir se soigner, ils auraient pu être pris en charge plus précocement et bénéficier de la prise en charge réellement, parce qu'on sait, voilà, les cancers qui sont très avancés, les choses sont beaucoup plus compliquées après pour pouvoir traiter les patients. Jean-Bernard, tu voulais intervenir? Enlever le micro, ouvrir le micro, pardon. Le micro est coupé. Le micro est coupé. Le micro est coupé, on ne vous entend pas, Monsieur Chazin. Alors peut-être qu'on peut le réactiver. Et le son, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui, je me suis demandé si dans l'étude qui nous a été présentée, il n'y avait pas un biais, en fait, parce que vous avez pris des gens qui sont justement dans les associations, donc qui sont des patients éclairés. Et les patients éclairés ont plus tendance certainement à consulter leur médecin, leur pharmacien, etc. Or, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens, en général, finalement, s'automédiquent beaucoup plus et de façon beaucoup plus dramatique que ce qui est présenté. Parce que ce qui a été présenté jusqu'ici, c'était des automédications finalement assez soft. C'était pas des… Or, on a vu des gens qui proposaient des régimes drastiques, par exemple, nutritionnels, ou des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans ce… Bon, ce sont des patients cancéreux, donc ils sont conscients de leur maladie, et ils font peut-être plus attention que les autres. Mais malgré tout, je me demande si dans le grand public, cette automédication
même chez des gens qui ont des cancers, si ce n'est pas quelque chose qui n'est pas avoué, en fait. C'est-à-dire qu'on on le fait quand même. Alors peut-être, vous avez complètement raison. Il y a deux choses. D'une part, il y a peut-être la peur d'avouer, mais bon, là, c'est anonyme. On sait, par exemple, quand on pose des questions aux gens s'ils boivent de l'alcool, ils vont généralement inconsciemment tricher sur les quantités. Et alors, par contre, moi, je pensais à l'envers, je pensais qu'on avait probablement une surreprésentation d'individus qui pratiquent l'automédication par intérêt pour la pratique. C'est-à-dire que on fait une enquête sur la douleur, j'ai des douleurs, donc je vais déclarer, alors que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des patients qui ont des douleurs, mais aussi des patients qui n'ont pas de douleur. Et donc, moi, je m'inquiétais un petit peu, à l'inverse, si vous voulez, qu'on ait des sujets, on ait trop d'automédication parce qu'on ait trop d'individus qui font l'automédication et qui veulent partager leur expérience. Donc, peut-être que la vérité est un petit peu entre les deux. Après, il faut avoir conscience aussi, évidemment, il y a des biais. Il y a des biais. Déjà, la population n'est pas représentative de la population cancer française. Population plus jeune, plus féminine. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Hein. Ça touche même plus d'hommes que de femmes en France. Donc, on sait que voilà, notre population n'est pas représentative de la France. Ça, c'est clair. Donc, mais il y a des biais. C'est toute la difficulté d'arriver à maîtriser ces biais, hein, effectivement. Peut-être qu'on peut continuer avec les questions. Corinne, Sarah, Pierre, Juliette, William. Allez-y. Il y avait, je suis désolée, je suis arrivée un peu en retard, mais je vois dans les questions, il y avait quelqu'un qui avait posé la question sur la gelée royale. Qu'en pensez-vous? J'en pense, la gelée royale a certaines interactions aussi. Déjà, la première, et des fois qui est ignorée, c'est que si on est allergique aux produits de la ruche, comme au miel par exemple, il ne faut pas prendre non plus de gelée royale. On a eu quelques cas quand même de petits accidents là-dessus, ce qui est un petit peu embêtant. Mais après, la gelée royale, alors à ma connaissance, mais encore une fois, voilà, là c'est plus mon expérience au comptoir qui parle. Il n'y a pas forcément d'interaction majeure. Voilà, mais pareil, pas en excès. Enfin, je pense que je vais avoir une réponse un peu stéréotypée, mais tout est à faire si on fait une cure de gelée royale à des doses classiques, j'ai envie de dire, sur quelques jours pour stimuler un peu, etc. Pourquoi pas? Si on prend de la gelée royale matin, midi et soir toute l'année, non. Il faut faire attention aussi, ça peut-être, c'est intéressant, j'en parle, c'est dans les compléments alimentaires, on trouve de tout. C'est-à-dire que vous avez des compléments alimentaires qui vont être développés par des labos, on va dire, sérieux, qui ont un peu pignon sur rue et qui vont faire attention à ce que les apports du complément alimentaire soient proches des apports nutritionnels recommandés, en vitamines notamment et en minéraux. C'est-à-dire qu'il est plus intéressant de prendre un complément alimentaire qui va apporter 100 ou 150% des apports journaliers recommandés, plutôt que d'aller trouver un super complément alimentaire sur Internet qui vous promet de vous apporter 500% de ce dont vous avez besoin normalement, et là, pour lesquels on n'a aucune maîtrise des effets en fait, de ces vitamines. Alors, des fois, on le sait, hein, une vitamine A en excès, on sait que c'est pas bien. Voilà. Et donc, des fois, les gens, ils ont envie de ça, enfin, ils ont besoin même de se dire, ouais, moi, je vais prendre un truc vraiment dosé parce que ça va mieux marcher, parce que j'ai lu que la vitamine X était efficace en cas de telle ou telle pathologie. Donc, ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut choisir des compléments alimentaires hein, quand on regarde la composition, où la composition n'est pas délirante avec des apports complètement dingues. Puisque c'est que de la complémentation, de la supplémentation. On va apporter ce qui peut nous manquer, mais normalement, on a tout ce qu'il nous faut avec l'alimentation, encore une fois, si elle est équilibrée. Et puis, il y avait une question aussi pour la canneberge, donc j'imagine que c'est la même chose un peu.
Alors, la canneberge, c'est pareil, elle a démontré son activité, notamment pour éviter. Alors là, il y a des études, par contre, qui montrent qu'à 36 mg de proanthocyanidine journalière, ça limite la colonisation par Escherichia coli du tube de l'arbre urinaire, pardon. Voilà, donc pourquoi pas, mais ça ne sert à rien d'en prendre le double ou le triple, l'effet ne sera pas le meilleur. Et encore une fois, ça n'est que préventif. C'est-à-dire que si on a une infection urinaire qui a débuté ou qui est bien avancée, on ne traitera pas une infection urinaire avec de la canneberge, même si on en boit 5 litres dans la journée. Surtout que si on boit du jus de canneberge, il n'est pas assez concentré en plus pour avoir un effet thérapeutique. Donc, il n'y a pas de danger sur la canneberge, mais par contre, l'effet n'est que ce qu'il est. C'est-à-dire que là, on peut se retrouver dans la situation où on surestime un petit peu l'effet attendu. Mais comme l'a souligné Sabrina, ça a été démontré dans la littérature et dans de très belles études. Alors, pendant que vous parliez de la gelée royale, j'ai trouvé ce qu'on appelle un case report, le rapport d'un cas d'une personne traitée par un anticoagulant oral et qui, semble-t-il, a fait un surdosage de son anticoagulant oral à cause de la gelée royale. Alors, le mécanisme, je ne crois pas qu'il soit bien expliqué, mais la seule pratique de la personne, c'était la consommation de gelée royale. Peut-être que c'était un excès aussi, je ne sais pas. Je viens de le trouver, le cas, il avait consommé ça quotidiennement pendant 3 semaines. Voilà, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que faire attention à ne pas tomber dans l'excès inverse d'augmenter la consommation d'un produit en particulier. Tout à l'heure, tu parlais des vitamines. Il y a des descriptions régulières de personnes qui s'intoxiquent avec la vitamine A en mangeant des foies de poisson frais. Donc, des fois, le diable, il n'est pas forcément là où on l'attend. Donc, il faut avoir une approche raisonnée. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples qui pourraient frapper les esprits d'interactions médicamenteuses qui sont délétères ou d'effets indésirables? Le millepertuis, il a 2 types d'interactions médicamenteuses. La consommation de millepertuis, donc c'est plutôt utilisé pour des désordres, l'humeur un peu malheureuse, on va dire, c'est ça? Alors, donc c'est un traitement qui va plutôt, un produit qui va être consommé régulièrement. Alors, ça va avoir un effet, ce qu'on appelle inducteur enzymatique, c'est-à-dire que ça va augmenter les capacités métaboliques, notamment du foie. Et en fait, on va dégrader plus rapidement les médicaments. Et donc, ce qui veut dire qu'on va réduire la quantité de médicaments présents dans le sang au risque de sortir de la fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va perdre en efficacité. Et alors, dans le cancer de la vessie, je crois que ce n'est pas trop le cas, mais je vais peut-être pécher par défaut, mais tout ce qui est inhibiteur tyrosine kinase, dans les autres cancers, sont souvent assez sensibles à ces interactions sur le métabolisme du médicament. Et puis d'autre part, le millepertuis, il a quand même des effets on va dire, un petit peu antidépresseurs. Si quelqu'un est déjà traité par des antidépresseurs et qu'il prend du millepertuis un peu en excès, il peut avoir des signes de surdosage de traitement antidépresseur et on peut finir à l'hôpital. Donc, ça, c'est un exemple du millepertuis. Il y a le jus de pamplemousse que vous devez certainement connaître, alors lui, il fait l'inverse. Il fait l'inverse de ce que je viens de dire sur le métabolisme enzymatique. Il bloque l'activité des enzymes. Et donc là, l'inverse, c'est de risque un surdosage de médicaments. Parce que notre organisme ne va pas bien se débarrasser du médicament. Et donc, on va accumuler les médicaments, on a un risque de surdosage. Donc, c'est le jus de pamplemousse. Alors, typiquement, les inhibiteurs de tyrosine kinase, dans le cancer, ce n'est pas une bonne idée de consommer du jus de pamplemousse quand on prend l'inhibiteur de tyrosine kinase. Et puis, avec tous les anti-rejets de greffe aussi. Le pamplemousse, il n'en faut pas. Pamplemousse et autres agrumes, parce que je crois que
alors, orange citron, on est bon, mais après, il y a tout un tas d'agrumes un peu exotiques qui arrivent qu'on trouve maintenant dans les étals et qui ont les mêmes effets. Ouais, alors, je ne me souviens plus, mais c'est des principes actifs qu'il y a dans le pamplemousse qu'on va retrouver dans les autres agrumes, mais dans des quantités variables. Et il est tout à fait probable que d'autres agrumes aient des quantités similaires au pamplemousse. Également, je te coupe, mais en aromathérapie, tout ce qui est à base pareil d'orange, hein, on retrouve des fois l'orange douce pour notamment la nervosité, etc. On va retrouver aussi cet effet en aromathérapie si on l'utilise par voie orale, bien sûr. Hein. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et j'avais peut-être un autre exemple aussi de médicaments qui paraissent de compléments alimentaires qui paraissent une bonne idée et qui n'en est pas une. La levure de riz rouge, je ne sais pas si ça vous parle, qui a eu le vent en poupe pour remplacer les statines. Donc les statines qu'on donne quand on a un excès de cholestérol, puisque les statines, elles donnent cet effet, elles peuvent donner des douleurs musculaires, etc. Et en fait, on se retrouve avec des patients qui arrêtent leurs statines, qui prennent de la levure de riz rouge. Vu que l'effet thérapeutique est moindre, ils vont avoir tendance à augmenter les doses pour que les analyses soient bonnes, parce que s'ils n'ont pas dit aux médecins qu'ils arrêtaient de prendre la statine, il faut que les analyses soient bonnes à la prochaine prise de sang. Et résultat, ils vont se retrouver en fait avec les mêmes effets, parce que l'effet des douleurs musculaires, il existe aussi avec les statines végétales, et avec parfois, du coup, une prise en charge par le médecin qui n'est pas en phase avec ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que le médecin, il dit, mince, il prend sa statine à telle dose. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'effets musculaires. Il a des effets musculaires, donc il va chercher autre chose, mettre des médicaments supplémentaires pour traiter les douleurs musculaires, alors qu'en fait, il ignore finalement que le patient prend autre chose. Donc, ça va entraîner à une surmédication aussi des patients, parfois. Alors, j'ai vu des questions, je me permets de rebondir sur l'automédication, la relation entre la pratique d'automédication et le médecin, l'urologue, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Moi, je pense qu'il est donc essentiel d'en parler, de parler au médecin. Je sais qu'il doit y avoir des oncologues, des urologues, des pharmaciens qui pourraient tenir des propos très négatifs vis-à-vis de l'automédication. Mais alors c'est très personnel, mais je pense que peut-être à vous aussi, patient, savoir introduire votre pratique d'automédication auprès de l'urologue ou de l'oncologue pour lui faire comprendre que si vous faites ça, c'est que vous avez un besoin, une inquiétude, et que peut-être c'est à lui d'y répondre. Je suis complètement d'accord. Ce qu'on voit sur notre groupe, en cas de, vous l'avez cité, en cas de douleur, les gens recourent à l'automédication parce qu'ils ne se sentent pas assez écoutés, entendus par rapport à la douleur qui peut être intense. Donc c'est vrai qu'il y a des pratiques d'automédication qui sont aussi un peu induites, entre guillemets, par le manque de temps ou le manque d'écoute possible. Et donc, peut-être à vous, alors bien que normalement, le patient serait plutôt en attente du conseil du médecin, de l'oncologue, de l'urologue, mais je pense aussi, peut-être des fois, c'est à vous d'être malin dans votre dialogue avec le médecin pour lui faire comprendre que vous n'êtes pas forcément parti dans des dérives ésotériques parce que vous en êtes intimement convaincu que ci, que là, mais parce que aussi, peut-être qu'il y a un vrai besoin qui n'est pas couvert et que peut-être que le médecin ne vous a pas compris ou n'a pas réussi à répondre à la demande. Et donc, douleur et puis fatigue. Douleur et fatigue, c'est ce qui revient le plus souvent. Est-ce que, on est une association, on est un patient, Profane. Comment on peut se renseigner est-ce qu'il y a un site de pharmacie, ou est-ce que vous allez faire un jour quelque chose à usage des patients, très simple, tel que vous nous l'expliquez? Je trouve que c'est œuvre de santé publique que de mettre à disposition des patients des choses aussi pédagogiques et pertinentes et simples d'accès, telles que vous nous avez proposées ce soir. Alors, sur les ressources pour on va dire quelqu'un de novice,
Malheureusement, il y a quelques ouvrages qui existent, hein, notamment sur la phytothérapie et l'aromathérapie, mais souvent écrits par une personne. Qui est sûrement très documenté, mais bon, qui souvent s'appuie sur sa pratique et pas forcément sur des études, etc. Alors, il y a quelques sites qui sont plutôt fiables parce que relus par des professionnels de santé, mais encore une fois, c'est pas garanti qu'on puisse avoir de d'infos très fiables. Donc, effectivement, non, à ma connaissance, il n'y a rien de bien fiable. Par contre, il y avait la question de savoir les pros, sur quoi ils peuvent quelles ressources ils ont. Alors, on en discutait l'autre jour, j'étais à un congrès de médecine générale, donc entourée de médecins généralistes, et on a abordé la question justement de la phytothérapie, des plantes. Et donc, pour eux, ils n'ont pas de connaissances, donc pas de formation, hein, et peu de ressources. Donc, la première chose que je leur ai dit, c'est que justement, parce que nous, on est formés, les pharmaciens, donc on peut être là aussi en appui aux médecins. Voilà, ça peut être on peut travailler ensemble, chacun dans notre secteur de connaissances et de compétences. Et ensuite, ils travaillent souvent, ils ont comme base de données Teriac, donc qui est quelque chose que sûrement vous ne connaissez pas bien parce qu'il faut avoir en fait pour se loguer, pour pouvoir avoir accès au site, on a besoin de rentrer nos identifiants, nos numéros de professionnels de santé, etc. Mais là, il y a un site, il y a une partie qui est dédiée en fait aux interactions plantes-médicaments. Ça s'appelle Hedrine, Hedrine. Et là, c'est études scientifiques à l'appui, avec pour chaque interaction plante-médicament, il y a les études cliniques à l'appui, les cas rapportés, etc. Donc, je ne sais pas, David, si toi... Il faut être médecin. Eh bien, je pense qu'il faut remplacer, effectivement, faut remplir son numéro de professionnel de santé. D'autant plus que vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a à chaque fois la référence bibliographique, etc. Et si c'est un cas rapporté ou des connaissances plutôt pharmacologiques, le problème, c'est que même pour un pharmacien, un peu lambda, c'est des fois un petit peu difficile à interpréter. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un bon site grand public. C'est professionnel. C'est professionnel, ouais. Mais professionnels un peu avertis. Mais pour un médecin qui voudrait s'y intéresser, pour le coup, c'est une bonne ressource. Et est-ce que vous imaginez poursuivre la recherche CASEM et dans quelle direction? Alors... Pas une question piège. Non, mais... C'est par intérêt. Alors, pas dans l'immédiat. Alors, justement, je voulais parler avec Sabrina, mais il faut qu'on n'a pas eu le temps hier. On se voit, mais on n'a pas le temps parce qu'on écoute nos étudiants, on leur donne des notes. Non, mais ouais, j'avais bien envie de réfléchir s'il n'y avait pas moyen de faire quelque chose autour de l'automédication, du cancer et notamment de la douleur en pharmacie. Et d'ailleurs, ces discussions, je prenais des notes, je m'interroge sur le fait aussi parce qu'on n'a pas vraiment posé la question, mais poser la question aux patients qui viendraient en officine demander, je ne sais pas, un traitement antalgique ou autre chose, est-ce qu'il a des douleurs et est-ce qu'il est suffisamment pris en charge pour ces douleurs? Parce que du coup, ça c'est quelque chose que vous connaissez probablement et malheureusement, mais parfois les patients se retrouvent chez le pharmacien parce que c'est la dernière porte qui est ouverte et le pharmacien peut prodiguer un conseil ou autre et c'est pas toujours simple. Et la preuve de discussion que l'on a dans le cancer, c'est pas si simple. C'est pathologie compliquée avec des traitements compliqués qui évoluent en permanence et c'est pas toujours si simple de donner des réponses simples, claires. Et donc une suite peut-être, je sais pas, dans les pharmacies. Parce qu'en fait, on voit que l'automédication finance, c'est beaucoup les pharmaciens. C'est pas mal la douleur. Et alors après, comment on s'est pris en charge? Est-ce que c'est complément alimentaire, médicaments, phyto, méo?
peu importe, ça c'est peut-être la question qui répondra, mais ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Peut-être William sur la douleur, tu es intervenu. Tu veux intervenir, puis ensuite il y a Jean-Bernard. Tout à fait. Donc, pour mon cas perso, j'avais à un moment eu un problème de colique néphrétique dû à une sténose dans un urtère. Et donc, je me soignais à base de Skénan, de morphine. Et je me suis retrouvé aux urgences. Du coup, on m'a donné de l'ibuprofène il était, paraît-il, mieux. Par contre, on ne m'a pas dit d'arrêter la morphine, donc j'ai continué les deux. Fallait-il l'arrêter? Alors, comme ça, il faudrait. Je ne suis pas médecin, mais il aurait fallu voir les Mon docteur symptômes. m'a dit que non, mais bon, maintenant. Il n'y avait pas de surdosage en opioïdes, de signe de surdosage en opioïdes. Je crois que la première. Alors, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des opioïdes. Il faut surveiller l'usage que l'on en fait, et ça, c'est au départ surtout médical. Quand il y a de la douleur, il faut la calmer. C'est l'essentiel. Je veux dire, et donc, il a été dit à une certaine époque, voilà, qu'en France, on avait un défaut d'usage des opioïdes et que finalement les patients souffraient parce qu'on s'était fait peur. Alors, on n'est pas au stade des Américains. On n'en est pas là, clairement pas. On est même à des années-lumière de ce qui se passe aux États-Unis. Mais évidemment, les opioïdes, ça amène une vigilance parce que l'usage au long cours peut amener de la dépendance, de la tolérance, la nécessité d'augmenter les doses pour retrouver les mêmes effets, et puis la dépendance qui va avec. Et donc, si on arrête le risque de syndrome de sevrage, qui est très pénible, qui n'est pas létal, mais qui est très pénible. Par contre, il y a le risque de surdosage aussi. Ce risque de surdosage, lui, par contre, il est dangereux, il est très dangereux. Donc là-dessus, moi je pense qu'il ne faut pas aller contre. Il faut prendre les opioïdes. Les INS, on en a parlé, mais si derrière c'est contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on fait attention à ce que l'on prescrit et puis éventuellement un contrôle de la fonction rénale, si tant est de dire que peut-être on pourrait avoir une fonction rénale altérée. Peut-être que les posologies aussi ont été réduites. C'est tout ça. Alors, sur la fonction rénale, normalement, justement, on peut adapter les traitements en fonction de la fonction rénale. C'est-à-dire que si la fonction rénale est détériorée, il y a pas mal de recommandations aujourd'hui sur le fait, alors c'est plutôt de diminuer les posologies ou d'espacer les prises pour éviter l'accumulation du médicament parce que la fonction rénale, le ou les reins marchent moins bien et on élimine moins bien le médicament. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est voilà, c'est bien documenté, normalement bien maîtrisé. Si je fais le corollaire, par exemple, à l'inverse, sur la fonction hépatique, il n'y a quasiment rien. Un pharmacien m'avait dit qu'en cas d'insuffisance rénale, il fallait faire attention à la présentation, si c'était en comprimé ou en effervescent. C'était différent. L'excipient, enfin l'enrobage pouvait… sur le sel, mais… Oui, sur le sel. Ouais. Il m'avait dit il vaut mieux le prendre sous cette forme-là parce que c'est… Encore, tout est affaire de dose, c'est-à-dire, la problématique, c'était qu'il ne fallait pas prendre de comprimés effervescents, c'est ça? Oui, je crois. Oui, c'est ça. Hein. En fait, c'est pareil, si on prend un comprimé effervescent de temps en temps ou une fois par jour parce qu'on a mal à la tête, c'est pas un problème. Si on prend 4 grammes de paracétamol effervescent tous les jours du mois, eh bien là, oui, l'apport de sel, il va être tel que ça peut créer un peu de rétention hydrosodée. Après, l'impact direct sur le rein, là, je ne le vois pas bien. Mais pareil, voilà, c'est effectivement, si on doit prendre beaucoup et longtemps, ça ne va pas être conseillé. Et pareil pour l'ibuprofène associé au morphinique, on le voit souvent, notamment en post-opératoire, quand il y a des opérations orthopédiques un peu douloureuses. Donc, on le voit, mais sur des périodes courtes. Ouais. Et avec des doses adaptées à la fonction rénale, etc. Ça permet, peut-être ça permet de casser un peu l'inflammation. Alors, c'est des pratiques. Après, il y a des pratiques hospitalières qu'on appelle d'analgésie multimodale, c'est-à-dire qui multiplient les médicaments avec des mécanismes d'action différents. Qui permet de moins monter les doses pour avoir une efficacité identique. Mélanger du paracétamol avec
Peut-être vous avez entendu parler du Néfopan, l'Acupan. Mais bon, c'est très hospitalier de faire ça. Mais en l'occurrence, peut-être que c'est pour ça que ça a été initié aux urgences, de faire ces mélanges. Mais comme le dit Sabrina, peut-être que c'est aussi sur des traitements courts pour passer un cap et pour pas détériorer la fonction rénale. Jean-Bernard, tu voulais... Très rapidement, je voulais juste dire que vous avez sans doute la chance d'avoir de bons pharmaciens. Nous avons tous de bons pharmaciens. Mais enfin, on trouve n'importe quoi dans les pharmacies. Hein. Regardez le cannabidiol, combien ça fait d'étagères hein, et des choses comme ça, et tout un tas de choses. Et la deuxième chose, c'est que je pense que Internet est quand même très utile. Et d'ailleurs, tout le monde cherche sur Internet. À un moment, les sites médicaux avaient un label. On l'avait labellisé. Je ne sais pas si ça continue actuellement. Non. Effectivement, il y a de mauvais sites sur lesquels on trouve n'importe quoi, mais il y a aussi des sites finalement où on apprend beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup d'entre nous doivent chercher sur Internet et ça me paraît tout à fait normal. Voilà. Oui, mais alors, moi le premier. Hein. Moi le premier, mais après, on va dire que je vais être un peu plus sensible à lire c'est de la connerie ou c'est sérieux, à être plus sensible. Et il y a ce piège-là, c'est-à-dire que il y a peut-être des personnes qui sont plus facilement, qui vont être plus sensibles à ce qu'elles vont pouvoir lire sur Internet ou sur les réseaux sociaux, sur le partage d'informations entre personnes. Et voilà, des fois, il y a des cas, il y a des individus, il y a de l'argent, hein. Ça a été évoqué dans l'étude, il y a la problématique financière ressort, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on allait chercher, mais c'est sorti. Et il y a de l'argent à faire, donc attention à ça. Normalement, il n'y a pas d'argent à faire. Et les pharmacies, je vous rejoins, et Sabrina, voilà, on le sait bien, hein, mais comme il y a des médecins qui ne font pas bien leur travail, il y a des pharmaciens qui dérivent un peu. Le CBD, alors, je ne sais pas si on en parlera pendant des heures, moi, pareil, hein, le CBD, je ne suis pas fan du tout, ça coûte très cher, ça ne marche pas, on va dire, il y a beaucoup de mal, d'ailleurs, le cannabis en général, ils ont quand même beaucoup de mal à démontrer l'efficacité du cannabis sur les douleurs, par exemple. L'expérimentation du cannabis médical en France, bon, il commence à avoir quelques résultats. La tendance est plutôt de dire que les patients sont mieux. Alors en plus, on parle de cannabis médical. Attention, je trouve que le terme est un peu malheureux. C'est du THC et du CBD. Ce n'est pas du cannabis, ce n'est pas la plante. La plante, elle contient énormément de molécules. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, quand les patients prennent THC plus CBD, la tendance est à montrer que les patients sont mieux. Ils ne sont pas forcément moins douloureux, mais ils sont mieux. Et finalement, de dire qu'être mieux, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que c'est des patients alors, dans l'expérimentation, c'est des patients qui sont un peu en échec thérapeutique, hein, de prise en charge des douleurs chroniques, des douleurs neuropathiques, où ils ont un peu tout essayé et ça ne marche pas trop, donc plutôt résistants au traitement. Et s'il y a un petit plus apporté par du THC plus du CBD, c'est peut-être très bien. C'est ce que je veux dire. Par contre, du CBD pris tout seul, je crois que ça n'apporte pas grand-chose. Ça coûte cher et puis on voit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a du CBD des gélules, des gouttes, et puis il y a du CBD à fumer. Sous-entendu, une espèce de cannabis légalisé. C'est ridicule. Que voulez-vous? Et on n'en a pas parlé, mais bon, peut-être qu'il y a une assemblée de convaincus. On n'a pas parlé du tabac, de fumer, cancer de la vessie. Je crois que les chiffres, hein, c'est 2/3, la source et le tabac. Évidemment, il ne faut pas fumer. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas fumer de tabac, et que même si la maladie a été installée, etc., et qu'on pourrait dire, de toute façon, c'est fait maintenant. Non. Tout arrêt de tabac est bénéfique, quoi qu'il arrive. C'est toujours bénéfique pour la personne d'arrêter de fumer. Avant, peut-être pour ne pas être malade, parce que le tabac amène énormément de problèmes non cancéreux et cancéreux, bien évidemment, vous le savez. Le poumon, la vessie, mais autres, il n'y a pas que ça, il y a le sein, il y a plein d'autres pathologies. Et pendant la maladie, arrêter de fumer, c'est améliorer ses chances de ne pas avoir de complications à la chirurgie,
Le tabac, chez les fumeurs hardcore, comme on les appelle, il y a des risques d'interaction médicamenteuse. On induit le métabolisme en fait en fumant. Et donc, il faut augmenter les doses des médicaments pour avoir plus d'effet. Alors, ce que je vous dis là, c'est vrai surtout chez les gros fumeurs, les gens qui vont faire un paquet par jour et plus, mais il en existe. Et puis, il peut y avoir l'effet inverse aussi, c'est quand ils s'arrêtent de fumer. Il y a des risques de surdosage avec des traitements équilibrés. Mais non, vraiment, le message, ne pas fumer. Et on oublie trop facilement que le tabagisme est une addiction et que c'est très difficile de le quitter. Et qu'il ne faut pas minorer tout ça. Il y a des prises en charge tabacologiques et il faut y aller. Il y a des substituts nicotiniques, des traitements qui peuvent accompagner le sevrage. C'est très difficile. Le tabagisme peut être associé à tout un tas d'autres pathologies, la douleur, par exemple. J'ai été contacté l'année dernière par un patient qui avait lu un de mes travaux sur tabac et douleur. Et en fait, il m'expliquait que dès qu'il arrêtait les substituts nicotiniques, il avait beaucoup de douleurs et il ne savait pas comment faire. Et un collègue addictologue m'expliquait mais qu'en fait, il fallait continuer les substituts nicotiniques. Il n'y a pas de raison, mais il ne faut pas fumer par contre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fume parce que le tabac lui est délétère et il faut qu'il prenne de la nicotine parce que sinon il a des douleurs et la nicotine, il faut qu'il l'obtienne avec des médicaments, c'est-à-dire des substituts nicotiniques, des patchs, des gommes. Il y a tout à gagner à arrêter de fumer. C'est clair. Voilà. Ça, il n'y a pas discussion. Donc, moi, le conseil global, c'est des fruits, des légumes, une paire de baskets, pas de tabac. Merci, David. On vous rejoint totalement. Arrêter de fumer, c'est bien à n'importe quel stade de la maladie. Ça a toujours des bénéfices. C'est très important de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer qu'il ne faut pas arrêter de fumer. Vraiment, ça peut porter un plus dans le traitement, la réponse au traitement, la cicatrisation, dans la longévité. Même si on pense avoir trop fumé, on peut vraiment arrêter et voir un bénéfice. J'aimerais vraiment vous remercier tous et particulièrement le professeur Balessac et le professeur Bédom d'avoir partagé leurs expériences et les résultats de leurs études ce soir. J'aimerais juste rappeler le message principal, c'est que il faut toujours parler à son médecin, quel qu'il soit, son pharmacien, de sa pratique d'automédication, que ce soit la phytothérapie, par les aliments, les compléments alimentaires, toujours échanger avec les professionnels de la santé, ne pas cacher les choses. Voilà, ne pas hésiter à dire ce qu'on prend comme traitement, comme automédicament. J'espère que peut-être en quelques temps, on aura l'occasion d'échanger sur des futures perspectives de recherche dans ce domaine. J'aimerais aussi rappeler que c'est important la recherche pour les patients. Les patients sont intéressés par les résultats de la recherche. Et vraiment, je vous remercie d'avoir pris le temps d'exposer ces résultats parce que c'est vraiment important pour nous, en tant que patients, accompagnants, de savoir ce qui se passe dans le monde de la recherche et de voir vraiment les résultats de notre action. Cette publication, on espère que... Merci à vous. Je vais profiter pour rebondir, mais je vais vous laisser clôturer. Mais je veux dire, merci à vous. Moi, j'ai découvert avec cette étude CASEM la possibilité de la recherche avec les associations de patients et les patients. J'ai trouvé ça génial. On a fait une étude l'année dernière sur douleur, consommation de substances psychoactives et cancer, qui a très bien marché. C'est très sympa. Alors, on n'a pas encore publié, on galère un peu, mais on va y arriver. Et on va redémarrer cette année une autre étude. Alors, tout ça, c'est financé et on accompagne les associations avec qui on peut travailler. Alors, c'est une rétribution financière de temps de secrétariat, on va dire, sur douleur, santé sexuelle et cancer. Je sais aussi que c'est une thématique importante dans le cancer. Et justement, cette thématique de douleur, santé sexuelle et cancer
a émergé des discussions que j'ai pu avoir alors, avec vous, mais avec d'autres associations de patients, où on peut facilement oublier la question de la santé sexuelle. On est tous concernés et que ça peut impacter fortement les individus que nous sommes, les patients, les survivants. Donc, c'est des choses à aborder. Et que oui, on veut continuer et que oui, on a besoin de vous. Et je pense qu'une des prochaines étapes aussi, c'est la recherche participative, c'est-à-dire co-construire ensemble les études et puis peut-être poser les bonnes questions en amont de qu'est-ce qui est réellement, enfin, les hot topics, quels sont les sujets qui méritent d'être explorés. Donc, on est prêt. On est prêt à collaborer avec vous, on vous l'a dit, on vous le redit vraiment. Moi, Laurie est revenue, je vais te laisser le mot de la fin, mais vous remercier pour votre pédagogie, parce que c'est pas toujours évident de rendre accessibles les résultats de la recherche. On a passé un moment, moi, j'ai pas vu l'heure et demie passer, donc on va en faire un bon usage. Et je pense qu'il faudrait aussi qu'on traduise à l'écrit aussi ce webinaire sous forme de questions-réponses. On va essayer d'imaginer des formules pour que ça reste un peu sur le site. Vous voyez, ça... On est à votre position avec Sabrina et je note bien, alors moi je ne sais pas si j'ai les capacités, mais d'un site internet autour d'automédication, certifié par les pharmaciens. Il y a du boulot, hein, mais... C'est un chantier, hein, c'est un chantier. Ah ouais, mais Nous, on va essayer de lancer un site internet sur cancer et douleur, parce qu'on a vu dans notre expérience scientifique qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. Il y a des guidelines, des directives qui ne sont pas connues, alors qu'elles sont internationales, européennes. Donc, c'est aussi déjà diffuser de l'information pour les patients, mais pour les médecins aussi. Donc, il y a certainement plein de choses à faire et que probablement, peut-être pour avancer mieux, c'est aussi travailler ensemble avec les associations de patients pour faire mouche, quoi. Avec grand plaisir de collaborer à l'avenir. Pascal, est-ce que tu veux dire le mot de fin? Non, merci aux participants. Tout le monde était très attentif. Oui. J'espère que tout le monde a pu poser ses questions. Pierre, Juliette, Corinne, si vous êtes encore là, n'hésitez pas, s'il y a encore place pour une question, s'il ne faut pas que vous repartiez avec une question sur le cœur. C'est bon, tout le monde dort? Non, ils sont à l'apéro en fait. Après, vous avez nos emails, donc s'il y a des questions un peu brûlantes qu'on n'a pas répondu ou autre, on se tâchera d'y répondre. Peut-être que ça prendra un certain temps, mais on y répondra, c'est sûr. Après, sur la nutrition aussi notamment, parce que je sens bien que c'est quelque chose de préoccupant c'est un thème. Pour les patients. C'est vrai que moi, je n'ai pas les compétences du tout, hein, clairement. Mais par contre, on travaille, alors je ne vais pas le mettre non plus dedans, je vais pas. J'ai un collègue en fait qui s'occupe de nutrition et avec qui on a fait notamment des formations destinées aux étudiants sur la nutrition et cancer et qui pourrait être à même de répondre à ces questions spécifiquement. Alors peut-être, j'en sais rien, à l'occasion d'un autre webinaire, pourquoi pas, hein. Mais, on va faire un pôle autour de Clermont-Ferrand parce qu'il faut aussi qu'on aille dans des villes. Oui, alors après, il y a sûrement d'autres personnes très qualifiées ailleurs. Hein, voilà, mais voilà, c'est vrai que je sens que c'est un réel besoin. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Merci pour votre participation. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.